Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et comme vous saviez, comme d'habitude, je poursuis encore avec un autre DVD sur la WWE, et auquel, celui dont je vais vous montrer dorénavant maintenant, attention, donc c'est le show Judgment Day 2002, avec cette célèbre punchline Judge, Jury and Executioner. Donc l'exécutionneur, donc ça veut dire l'Undertaker, qui est un juge, jury et bourreau à la fois. Eh oui, donc oui, encore un DVD de Silver Vision de la WWE, cette fois-ci, et pas WWF, en sachant que à l'époque, la WWF de catch a eu un autre procès, enfin, a eu un procès de l'autre WWF, des Pandas, donc World Wide Foundation, et auquel ils ont que le droit, c'est de trouver un autre nom, et du coup, pas besoin de se faire prier, on a Entertainment, donc WWE. Donc voilà, tout simplement. Et si je m'abuse, il me semble que c'est à cette période-là auquel un nouveau slogan, un nouvel air va s'annoncer pour cette période, qui veut dire la Ruthless Aggression. Oui, que demander de plus, que demander de moins, si ce n'est que je vous montre bah, la carte. Donc voilà tout. Il me semble que ça peut servir et ça va valoir la peine. Et auquel je poursuis direct. Et peut-être qu'il devrait que dois me rapprocher. Normalement ça va, je suppose que vous voyez. Bien sûr, il est toujours en anglais, mais en version pâle. Donc il n'y a pas de version française. Alors, tout ce que je sais en bonus, il y a des séries de interviews et de vignettes en tout genre. Mais surtout celui qui va m'intéresser, c'est tout simplement bah, un match du pré-show pour le Saturday Night Heat. À l'époque était le kick-off et maintenant c'est le countdown kick-off aussi. Entre William Regal contre D'Lo Brown pour le titre européen de la WWE. Et auquel match totalement anecdotique et auquel je lui mets un petit 3. Donc voilà, ça va pas plus haut, vu comment c'est victoire de William Regal. Et enfin, on poursuit à la carte principale pour le titre intercontinental de la WWE entre Eddie Guerrero contre Rob Van Dam. Limite la revanche de Backlash, de Insurrection. Et enfin, ils s'affrontent pour le Judgment Day. Et tout ce que je peux dire, le match totalement bon, que ce soit entre les deux. Il n'y a pas à dire que des sacrées combinaisons entre Van Damme et Guerrero. C'est que du bon, que du solide. J'ai vraiment pas grand chose à en citer de ce match-là, si ce n'est que c'est parfait. Et auquel, vu comment le match était plutôt très très bon pour un opener, je me dis, peu importe qui gagne, l'important c'est que le résultat compte et que on a en face un très bon match. Il me semble que Guerrero va également tenter une tricherie pour parvenir à ses fins. Ça va se retourner contre lui, mais par la suite, il va réussir tout de même à gagner le match haut la main. Et d'ailleurs, il n'y a pas trop photo, c'est Eddie Guerrero qui bat Rob Van Dam pour devenir, si je ne me trompe pas, le champion intercontinental. J'espère que je ne me trompe pas du tout. Entre EEG, enfin EG et RVD quoi. Donc tout ce que je peux dire, le match était très bon, 3,70, plutôt 3,70 que j'aimerais bien l'appeler. Oui, à chaque fois je me répète, mais au moins je me répète pour des bonnes raisons. Voilà tout. Et du coup, je passe directement au match suivant. Et le match suivant, c'est pour le titre du monde féminin de la WWE, ou plutôt juste féminin et pas le titre du monde. Ça n'a pas forcément aucun sens. Entre Trish Stratus, Trish Stratus contre Stacy Kimbler.
Parce que là, je sais que je regarde là, mais même sur papier pour voir où je l'ai marqué. Eh ben, oui, Trish Stratus contre Stacy Kimbler. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, Trish Stratus était accompagné par Bubba Ray Dudley, alors que Stacy Kimbler, elle, lui maintenant, elle a été accompagnée par le révérend Devon Dudley et également du Beacon, ou plutôt le diacre Dave Batista. Oui, Batista qui était l'associé du révérend Devon et auquel, ben, heureusement que il s'est rapidement écarté du révérend Devon, vu comment par la suite, ben, il allait forcément aller dans l'évolution. Donc là-dessus, voilà quoi. J'ai pas trop grand-chose à en citer, si ce n'est que un bon petit match féminin. On reconnaît que ça a été plutôt pas mal, pas forcément si mauvais. En tout cas, moi, j'ai pas vu que c'était un si mauvais match, même si elles sont parfois limitées. Mais bon, de toute façon, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais que ce match était plutôt bon malgré tout. Donc là-dessus, pas forcément grand-chose de spécial, si ce n'est que Trish Stratus remporte le match et conserve le titre. Si je crois que j'ai pas tort. Bah, à l'époque, c'était elle la championne, donc je me dis, bah, il n'y a pas moyen qu'elle perd contre Stacy Kimbler. Donc, ouais, on va dire ça comme ça. Le match là, 3,20, je lui mets ça. Puis je poursuis encore avec un autre match suivant. Et cette fois-ci, c'est un match par équipe auquel ben, il n'y a pas d'enjeu. Vraiment, il n'y a pas d'enjeu. Mais entre Brock Lesnar avec Paul Heyman contre les Hardy Boys. Donc Jeff Hardy et Matt Hardy. Je pourrais qualifier ce match-là de 2 contre 1, parce que Paul Heyman, dans un match comme ça, il ne va servir strictement à rien, malheureusement. Il va rien servir du tout à pas grand-chose dans ce match-là, si ce n'est que se faire allumer par les Hardy, quoi. Oui, je sais, je bloque parfois, mais j'essaye de me ressaisir, mais c'est pas évident, hein, pour être honnête. Si ce n'est que bah, on sait que Brock Lesnar, c'est lui qui fait quasiment tout le boulot. Les Hardy, bah, ils font ce qu'ils peuvent, eux au moins, c'est-à-dire détruire la bête incarnée, vu comment c'est une bête auquel il est très dangereux, auquel il faut essayer de maîtriser ce garçon, hein. Et auquel ben, c'est pas évident, c'est pas facile non plus. Parce que, bien évidemment, bah, il n'est pas facile à cerner, ce très cher Brock. Et du coup, bah, même si forcément Paul Heyman ne va rien servir à pas grand-chose, si ce n'est que regarder, gueuler, donner des instructions et se faire casser la gueule par les Hardy, bah, disons les termes que ce match-là, bah, c'est quasiment Brock Lesnar qui remporte le match par équipe à lui tout seul. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Pourtant, on pourrait citer des choses positives, hein, mais pas évident, pas très évident pour moi en tout cas. Et auquel, ben, pour ce match-là, ben, certes, c'était une fessée olympique pour les Hardy Boys et une sacrée montée en puissance de Brock Lesnar, vu comment ça ne l'a pas arrêté jusqu'à présent. Bah, match plutôt bon, mais sans trop aller dans l'exagération. Donc ce match-là, 3,50 auquel je lui mets. Il faudrait vraiment que je me ressaisisse à un moment donné, parce que je ne comprends pas pourquoi je perds à la plupart de mes moyens alors que je suis parfaitement réveillé et que j'essaie de me concentrer. Enfin, je sais pas pourquoi. Mais bon, je poursuis encore avec un autre match, mais cette fois-ci c'est le vrai match handicap pour Stone Cold Steve Austin contre Ric Flair et le Big Show. Oui, là on peut dire c'est vraiment un match handicap et auquel ce que je pourrais dire est un truc dont je n'ai pas suscité la dernière fois. Si je ne m'abuse, il me semble que la petite rivalité entre Ric Flair et Stone Cold est survenue lors de Backlash 2002.
auquel l'Undertaker l'avait battu et auquel il a une dent contre la légende. Et puis ça s'est venu jusqu'aux insurrections, auxquelles j'en ai pas parlé forcément après. Mais après avoir claqué des stunners au Big Show et également fêté avec le public, notamment avec les bières, Ric Flair a commencé à se plaindre et à insulter Steve Austin. Et pourtant, Steve Austin, malgré l'insulte, il invite quand même à boire une bière et se manger un stunner de l'éclair. Et bien sûr, s'en suivent aussi les différents trucs auxquels il va avoir entre cette rivalité. Et auquel, voilà comment, suite à l'intervention du Big Show qui se mêle à tout ça, ça peut être aussi un atout majeur pour que Ric Flair se sert de lui, enfin, qui se sert de lui pour, euh, pour mieux détruire Austin. Mais je pense que même sans utiliser Austin, ou peut-être que je raconte des bêtises, peut-être que même sans utiliser Big Show, Ric Flair il sait quand même gérer une rencontre. Et auquel, pour Stone Cold, que ce soit Flair ou Big Show, il les prend tous les deux, hein. Lui, c'est pas la peine. Lui, il les prend tous les deux en même temps, il les allume. Donc, comme quoi, il fait pas les choses à moitié. Euh, Est-ce que je pourrais quand même spoiler parce que ça me fatigue de trop vous mariner? Disons que Stone Cold va quand même battre le Big Show et Ric Flair tout simplement. Et auquel, pourquoi je perdrais mon temps à vous faire mariner en sachant que vous aussi, vous pouvez perdre votre temps en regardant ma vidéo. Et pourtant, j'essaie de vous faire gagner un maximum de temps possible, mais pas très évident si vous me soutenez, bien sûr. Donc, si vous me soutenez, un like, un partage et un commentaire si ça vous intéresse. Donc, ça me permet pour moi de encore de continuer. Je sais qu'avec ou sans vous, je continue et que aussi, au moins, ça permet aux bots d'avoir pour moi une petite visibilité. Et je demande pas d'avoir la visibilité aussi énorme. Si ce n'est que si jamais ma vidéo marche du tonnerre, ça marchera du tonnerre. Que demander de plus, que demander de moins. Donc c'est Steve Austin qui remporte le match et que par la suite, il va célébrer avec tout le monde, même avec les méchants de l'histoire, que ce soit Shaw et Flair. Donc il les allume et rideau. Voilà, tout simplement rideau. Et du coup, je passe au match suivant, auquel c'est un match, pour moi, que je qualifie de divertissant. Et c'est un match cheveux contre cheveux entre Edge, donc Cope, Adam Copeland, contre Kurt Angle. Et pareil, on pourrait dire que leur rivalité est née aussi à Backlash, et auquel les deux ne sont pas cessés de s'affronter, sans, sans prétention et sans exagérer mes propos. Ils ne sont pas arrêtés de s'affronter et aussi de s'envoyer des petits pics. Même si je me rappelais les petits pics que Edge lui donnait à Kurt Angle, comme quoi, bien sûr, il sait qui craint, parce qu'il craint un mort, il craint un mort, il se fout de sa gueule en mettant des messages subliminaux sur des photos, et que ce dernier ne s'en rend pas forcément compte. Ça, faut dire, pour l'époque, c'était assez original et divertissant. Très divertissant même. Et que je comprends pourquoi ils ont su gravir les échelons de la compagnie sans être les visages de la compagnie tout simplement. Mais qu'ils ont proposé du bon et du neuf, comme j'aimerais le dire et l'expliquer. Et auquel je pourrais dire que, bien sûr, ça s'est envoyé des pics. Kurt Angle voyait Edge sans cheveux, et pourtant, le contraire, c'est que Edge voit Kurt Angle sans ses cheveux. Et on pourrait dire la vache, Kurt Angle, qui était le main eventer absolu, il se fait ridiculiser par un Edge qui est un vrai mid-carder auquel on peut faire confiance, que ce soit en équipe ou en solo. Il te sort un très bon match. Pas forcément sortir un 5 étoiles, mais plutôt un très bon match sympathique. Et du coup, on se dit, on n'imagine pas battre Kurt Angle aussi facilement.
Même si, spoiler, il l'a pas battu si facilement, il a quand même galéré pour le battre, Kurt Angle. Et voilà comment ils en sont arrivés ici. Bon, je me rappelle dans le match que Kurt Angle n'arrêtait pas de voler dans tous les sens. À chaque fois quand il veut attaquer, il se fait projeter par-dessus la troisième corde ou projeter par-dessus les épaules de Edge. Limite, Angle, c'est une vraie étoile filante. Et après, s'ensuit les différents enchaînements auxquels on a eu, notamment les enchaînements de Kurt Angle, qui y tient à tout prix de ne pas perdre le match et de ne pas perdre ses cheveux. Alors que Edge, lui, je suis sûr qu'il y tenait beaucoup à ses cheveux et qu'il le voit mal finir chauve, très chauve même. Et du coup, les deux se battent pour leur dignité. Et du coup, quand tu te bats pour ta dignité, on ignore si tu perds ton honneur ou, euh, ou ton humanité. Bref. Bref. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Si ce n'est que, après une tentative désespérée de Kurt Angle d'essayer de battre Edge, c'est finalement Edge qui va réussir à battre de manière très surprenante Kurt Angle. Et suite à cette victoire tant attendue, Kurt Angle n'aura pas le choix d'aller à la chaise pour se faire couper les cheveux. Donc oui, on lui fait une coiffure gratuite, on lui coupe les cheveux totalement gratuitement. Bref, il faut qu'il s'exécute, mais il refuse l'affrontement. Edge va aller le chercher. Il va aller le chercher d'ailleurs, on va voir les différents segments des matchs auxquels il va le chercher après. Et après, à un moment donné, je pense que je vais plutôt vous le dire direct. À un moment donné, Kurt Angle arrive à piéger Edge, donc il le met à mal. Puis après l'avoir bien démoli, il l'amène avec lui dans le stage d'entrée en disant forcément que je ne crains pas et auquel, certes, j'ai peut-être perdu, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas perdre mes cheveux. En revanche, toi, Edge, toi, je sens que tu vas vraiment perdre tes cheveux. Donc il le balance au niveau du mini stage auquel il y a au niveau de la rampe d'entrée une chaise de coiffeur ou du barbier si vous voulez appeler comme ça. Et du coup, Kurt Angle va essayer de prendre une tondeuse auquel pour essayer de raser la tête de Edge. Mais heureusement que Edge se défend et arrive à maîtriser le médaillé d'or olympique, notamment en le faisant un sleeper hold. Donc il le serre tellement à fond. L'histoire que Kurt Angle qu'il ne se réveille pas, quoi. Donc en gros, qui reste endormi et pendant que Edge arrive à faire le boulot tant attendu. Donc c'est sûr que il le met sous la chaise, il le ligote et qui commence à exécuter l'exécution. Donc il le tond, il le rase forcément avec un rasoir normal, alors que précédemment il avait rasé avec une tondeuse. Et que voilà comment la forme de Kurt Angle prend totalement forme. Donc c'est-à-dire un gars totalement chauve et auquel on peut pas s'empêcher de se foutre de sa gueule. Donc ce qui est sûr, c'est que après l'avoir rasé le crâne, Edge a eu l'intelligence de le donner un coup derrière la tête, l'air de dire allez réveille-toi espèce d'idiot, t'as bien fait la sieste. Et après Kurt commence à sentir son crâne en disant oh non, me dis pas non. Après il se regarde dans le miroir, non putain, il m'a rasé les cheveux. Et ça, bien sûr, c'est Edge qui lui montre en personne. Alors, regarde ta nouvelle coupe. Putain, quelle horreur! Tu m'as rasé la tête sans mon consentement. Tu vas aller en prison. Le coiffeur en prison, ça c'est bien connu. Et après, Edge va commencer à prendre le micro en disant alors, ça te saoulait que les gens disaient que t'étais nul, que tu craignais, que tu pues bah, la demeure. Eh ben là, devine quoi, Kurt? Les gens ne vont plus du tout chanter Tu crains, donc ils vont plus jamais chanter T'es nul, même si, spoiler, ils le feront tout de même à l'avenir et encore aujourd'hui. Mais ils vont scander cette fois-ci T'es chauve, donc You're bald. Donc c'est là auquel la musique de Kurt Angle retentit. Et là, à un moment donné, les gens ils vont commencer à chanter T'es chauve, t'es chauve.
Ouais, donc le chant T'es chauve pour Kurt Angle. Ah putain. Ah, pourtant ça fait longtemps, mais j'en rigole, rien que de voir une nouvelle fois. D'ailleurs, je crois que ça fait, il me semble, 4-5 fois que je regarde et auquel ben, j'hallucine et je délire quand je vois ça. Donc, ouais, ouais. Et pourtant, il le fait pas directement après le match, hein. Il le fait entre deux segments jusqu'au main event, hein. Donc c'est pour vous dire, hein. Et d'ailleurs, je ne l'ai même pas précisé, mais le show auquel ça a accueilli Judgment Day, ça s'est déroulé ben, le 19 mai 2002 à Nashville, dans le Tennessee. Donc voilà, je l'ai peut-être oublié, mais j'ai pas envie de trop me prendre la tête. Donc voilà tout. Après ce match auquel j'avais bien apprécié entre Angle et Edge, je passe à un autre match suivant. Et ce match suivant, c'est tout simplement pour ben, le match Hell in a Cell entre Triple H contre Chris Jericho. Et auquel, ben, certes, il n'y a pas forcément d'enjeu, si ce n'est que deux hommes qui se détestent, et auquel, ben, bah, si je dis pas de bêtises, Triple H n'en avait pas encore fini avec le cas de Chris Jericho. Et bah, je pense qu'il a été envoyé par Vince McMahon pour faire encore payer Hunter. Et ça, forcément, c'est peut-être pas impossible. C'est peut-être évident que ça s'est produit et auquel, ben, forcément, le match a eu lieu. Et dans ce match de Hell in a Cell, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Franchement, je ne sais pas quoi en dire de plus, si ce n'est que le match était brutal entre HHH et Y2J, tellement à tel point que l'arbitre, si je dis pas de bêtises, c'est... allez, comment il s'appelle encore Allez, j'avais son nom, je l'avais déjà dit auparavant. Comment il se... Comment il se fait appeler Oh là là, les noms! Oh, les noms, ça me mélange dans ma tête. Oh. Je sais qu'il avait déjà eu une storyline auquel, ben, suite à cet incident lors de Hell in a Cell de 2002 dans le Judgment Day, ben, à tel point qu'il va être vraiment être blessé et que après être blessé, ben, il prend sa retraite en tant qu'arbitre et que lors d'un segment en 2005, eh ben, on va le voir dans un bar auquel il tente de se tuer. Dans l'un des épisodes de SmackDown, il va encore essayer de se tuer à plusieurs reprises, notamment en, en buvant la potion de la vache folle. Bref, le gars, depuis cet incident-là, devient vraiment suicidaire et auquel il a plus goût à la vie et après les tentatives d'essayer de se suicider, la WWE arrêtera d'utiliser ce genre de segment parce que ça n'allait pas aussi loin, très loin qu'on espérait. Euh, le nom, je vais essayer de trouver, hein. Il me semble que c'est... Attendez. White, il me semble. White. Euh, Ah non, Tim White. Oh putain. Oh, ce nom, oh, il m'avait échappé. Donc un certain Tim White, auquel ben, c'était lui auquel qui s'était fait blesser et, euh, et auquel ce sera avec lui auquel on va voir pas mal de segments avec lui où il y a des moments auxquels il manque de se tuer mais sans succès. Donc voilà ça. Puis après les deux hommes, ils vont sortir de la cage, et qui vont commencer à s'allumer jusqu'à ce que, il me semble que Jericho va être en hauteur de la cage et que Triple H va le suivre, notamment en apportant avec lui un madrier de barbelés et auquel ben, leur affrontement ben, va se produire au niveau du toit.
Et du coup, suite à leur affrontement au niveau du toit, ça va s'envoyer des énormes prises, des énormes coups, notamment un coup de madrier dans la colonne vertébrale. Mais surtout, le plus qu'on va retenir, c'est Triple H qui va donner un coup de madrier dans le crâne déjà ensanglanté de Chris Jericho dans le front. Et d'ailleurs, Triple H aussi, il était en sang aussi. Donc les deux étaient en sang et c'est Chris Jericho qui va plus morfler jusqu'à ce qu'il va se manger un pedigree du haut du toit de la cage et ça va être de cette manière-là auquel Triple H va gagner le match par tomber alors que l'arbitre était je crois à l'extérieur du ring ou justement dans le ring pour faire le compte du tombé. Donc c'est compte de 3 pour la victoire, victoire de Triple H qui ressort vainqueur de ce match. Et la suite, bah, laissez poser. Voilà, pas grand chose à en dire, si ce n'est qu'après ce match Hell in a Cell totalement épique, il est temps pour les fans de souffler un petit peu, même si on sait qu'on a un match pour les titres incontestés par équipe de la WWE entre les deux, entre guillemets, amants, donc Billy Gunn et Chuck Palumbo, contre Rikishi et Rico Constantino. Il me semble que il me semble qu'après ça, c'est à ce moment-là auquel Rico, certes qui était un peu leur petit manager à Billy Gunn et Chuck Palumbo, décide de se retourner contre eux suite à l'échec du mariage soi-disant que les deux étaient forcément gays, donc un mariage gay. Oui, ils l'ont bel et bien fait. D'habitude, vous saviez à la WWE, lorsqu'ils organisent un mariage, ça ne se passe pas comme prévu, que ce soit entre deux hétéros et également entre deux gars qui sont supposés être gays, ça n'a pas du tout marché du tout. Et après, j'aime bien pendant la cérémonie du mariage, les deux avouent ouvertement devant le public attendez quoi? Mais, on n'est pas du tout gay! Sans blague, alors que après des semaines, voire des mois, vous voir ensemble à faire des trucs chelous, voilà, c'est un peu la caricature de deux grands hommes blonds qui sont attirés envers l'un et pour l'autre, sans... je sais pas comment le dire. Je sais pas, mais... Et après, on sait que derrière le prêtre, se cachait tout simplement Eric Bischoff. Vu comment on sait que Bischoff, il est maintenant associé à la WWE pour, je sais pas moi, on aurait dit comme si il harcelait sexuellement Stephanie McMahon, même pour le plein pouvoir de SmackDown ou de Raw. Peu importe dans quelle direction prendre, c'est comme si le gars était un vrai harceleur qui était prêt à tout pour avoir le pouvoir de l'un des deux branches. Et du coup, voilà comment est tourné autour de ce bordel. Et auquel bel match, bon, le match par équipe, sympathique, mais est-ce que ça vaut la peine de trop s'y attarder, franchement? Forcément, pas du tout, vraiment pas du tout. Et en plus de ça, pour couronner tout, c'est même pas Billy Gunn et Chuck Palumbo qui remportent le match, hein. Non, au contraire, c'est plutôt Rico Constantino et Rikishi qui battent Billy et Chuck. Alors que, alors que voilà, ils étaient champions par équipe et ils perdent les ceintures par équipe, tout simplement. Bref, vous savez ce que j'en pense de tout ça. Match assez lunaire, mais bon dans l'ensemble, sans trop forcément exagérer. Et pourtant, et pourtant, je passe directement déjà au main event pour le titre incontesté de la WWE entre The Undertaker contre Hollywood Hulk Hogan, qu'on connaît bien sûr sous le nom de Terry Bollea, alors que Undertaker c'est Mark William Calloway. Bref, il faut que j'arrête à un moment donné de trop divulguer les informations. Machin s'appelle machin, vu comment j'en dis beaucoup dans mes descriptions, si vous prêtez attention. Après, ça, c'est une mauvaise habitude, hein, mais il faut dire, maintenant, on connaît par leur vrai nom que c'est forcément évident.
et auquel, ben, certes, ça ne se fait pas normalement, mais je le fais parce que maintenant, tout ça n'a plus aucun secret. Donc, comment pourrais-je venir là-dessus si ce n'est que, après une tentative de sabotage lors de Backlash d'empêcher Hulk Hogan de devenir champion, finalement, ben, Hogan retrouve les couleurs rouge et jaune, comme à la bonne vieille époque, finit les couleurs noir et blanc de l'ère NWO. Là, on laisse place à au Hogan des années 80, façon années 2000. Enfin bref, enfin bref, enfin bref. Et du coup, sur sa route, il a en face de lui un autre Américain totalement badass. Donc que ce soit le typique Américain qui aime ce côté très, très Amérique profonde, avec des valeurs typiquement américaines de biker et j'en passe d'autres. Ça reste tout de même un héros américain qui vend du rêve malgré tout. Donc je parle à la personne de Hulk Hogan. Alors que, vous saviez, Undertaker, il était heal, et du coup, c'est le plus gros méchant, le plus gros vilain auquel il fera face tout simplement à Hogan pour des raisons évidentes, et auquel, certes, le titre est en jeu, les deux font du coude à coude, très, très tellement intense, auquel on pourrait se dire, si l'un des deux gagne le match, c'est forcément l'un des vainqueurs auquel il pourra remporter le match. À un moment donné, il va y avoir une intervention de Vince McMahon, et il me semble que dans le match, je crois que Hogan, à un moment donné, il voulait pas trop coopérer, même pour laisser gagner Undertaker, et pourtant l'Undertaker insiste sur le fait que c'est lui qui doit gagner et que c'est pas au vieux tocard d'avoir son dernier mot à dire. Selon ses dires, hein, pour l'époque. Et pourtant, après une intervention de Vince McMahon, c'est grâce à cela auquel l'Undertaker va réussir à battre Hulk Hogan. Je crois qu'il le bat avec un chokeslam parce qu'il me semble qu'il ne voulait pas se prendre le Last Ride Powerbomb. J'en ai vraiment aucune idée s'il a aussi fait un Tombstone Piledriver. Je sais pas vous dire, en toute honnêteté, je sais pas quoi vous dire, mais tout ce que je sais, c'est lui qui arrive à choper le titre, tout simplement. Donc, vous avez compris, c'est victoire de l'Undertaker qui de toute manière devient le nouveau champion et auquel ce match-là pour l'époque, un peu comme avec le match entre Triple H et Chris Jericho, je l'avais peut-être pas dit pour Edge et Kurt Angle, mais Edge et Kurt Angle, c'est 3,90, 3,90 pour en être clair. Triple H et Chris Jericho, 4,40. Euh, Rico et Rikishi contre Billy et Chuck, 3,20. Et pour le match entre l'Undertaker et Hulk Hogan, c'est 3,80. Donc je rattrape mon retard auquel j'ai pas su le citer. Et si vous voulez, Stone Cold contre Big Show et Ric Flair, 3,40. Et j'en passe de tout cela. Bref, ça m'a un peu lessivé que je ne sais pas trop quoi en dire. Ce n'est que j'ai pu en dire ce que je devais dire. Et c'est comme ça comment l'Undertaker termine le show en beauté. Donc voilà, j'espère que tout a été dit là-dessus, sur ce show Judgment Day. Et je ne parle pas de cette équipe à la mort moineux, je parle tout simplement de ce pay-per-view. Donc, en résumé, les matchs, les bonus, les segments promo, interview et l'ensemble. Ah là 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 là, je lui mets un 4,5. Et comme quoi, 4,5, ça peut être pas mal. Et auquel je m'arrête ici. Donc voilà tout, c'est tout pour cette vidéo de review, c'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu, et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire, likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos à venir, et moi comme d'habitude je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous, au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo, à plus à tous les fans de catch, allez, bye bye tout le monde, salut!